il faut prendre des mesures énergiques et tout est une question de volonté politique. Donc je prenais l'exemple de l'apologie du terrorisme, là ça n'a toujours pas bougé, je trouve ça hallucinant. C'est hallucinant. Et il y a plein d'autres choses alors on essaye de se rassurer en disant que il y a un courant chez les salafistes, la plupart sont piétistes. On essaye de plaquer des dénominations qui s'appliquaient aux protestants avant. Les sociologues sont très forts pour ça, pour dire mais non, vous inquiétez pas, les salafistes ils sont gentils parce que en fait religieux, certes il y a plusieurs tendances chez les salafistes. Il y a ceux qui veulent tout de suite passer à l'action. Donc qui sont dans une logique, il faut faire le djihad tout de suite, mais il n'en demeure pas moins que ceux qu'on dit à tort quiétistes, ils veulent une application stricte de la charia, et ils applaudissent quand l'Arabie Saoudite exécute des personnes pour des raisons futiles. Ils seraient tout à fait d'accord de tuer les homosexuels, les apostats, etc. Donc il y a aujourd'hui 150 mosquées salafistes en France, même après les fermetures. En plus, c'est très facile de déterminer quelles sont de cette tendance-là, parce qu'il y a des éléments comme les prédicateurs, les livres qui sont diffusés. Et donc ça, c'est le chiffre officiel qui est paru en 2018. C'est le Figaro qui l'avait sorti, ce chiffre. Donc c'est 132 exactement hors préfecture police de Paris qui a son propre service de renseignement mosquée salafiste en France, et 20 en zone préfecture de police. Mais il y a beaucoup d'autres courants qui posent problème. Et je pense aux Tablighi, on n'en parle pas. Ils ont 147 mosquées. Les Tablighi, alors eux en plus... C'est quoi les Tablighi ? Expliquez-nous. Ils sont nés en Inde au XXe siècle, et ils avaient pour vocation de se protéger des influences néfastes de la société indienne qui était païenne, etc. Mais si vous voulez, c'est le même islam que les talibans, c'est l'école Déoband. Et alors eux, ils sont très hiérarchisés. Les cadres ont des stages obligatoires à faire dans leur centre en Inde tous les étés. Et ils ont fourni quand même beaucoup de terroristes ces dernières années. Jamel Loiseau, Zacharias Moussaoui, donc du 11 septembre 2001. Il y a eu le gang des islamo-braqueurs de Roubaix, ils étaient Tablighi, etc. Et les Tablighi, personne n'en parle. Même les politiques, ils disent oui, il faut fermer les mosquées salafistes. Même à droite, on le dit. Mais par contre, les Tablighi, ils ont autant de mosquées et on n'y touche pas, quoi. Et après, il y a les Turcs. Alors les Turcs, c'est là maintenant avec Erdogan, il a battu ses cartes. On sait quand même qu'il est dans une logique islamiste dure. C'est vraiment maintenant le porte-voix là, des frères musulmans. On le sait depuis longtemps. Certains font mine de le découvrir. Et vous savez qu'Erdogan appelle son armée l'armée mohamédienne. Bien sûr. Parce que en privé, en interne, dans les médias turcs, déjà ils avaient appelé à prier dans toutes les mosquées pour les soldats du djihad de l'armée turque. Et ça, c'était l'année dernière, parce que c'est pas la première fois qu'ils font la guerre en Syrie. On croit que c'est la première incursion des Turcs en Syrie. Mais il y a eu déjà à Afrin l'année dernière une incursion militaire. Et là, Erdogan appelle son armée l'armée de Mohamed. Et donc les mosquées turques, même les courants les plus durs comme le Milli-Görüs, pareil, alors qu'en Autriche, il y a eu des dizaines d'imams turcs qui ont été expulsés. C'est passé, c'est possible. Et par contre, en France, on ne touche pas du tout aux imams turcs, même des courants les plus radicaux. Donc, on va pas s'en sortir. Et Castaner se targue d'avoir fait fermer 7 mosquées. Alors, quand ils sont acculés avec des imams qui appellent clairement à la haine, donc là, forcément, ils passent à l'action. Mais je pense qu'il faut balayer beaucoup plus large. Alors, vous savez, au niveau de... On parlait des phobies tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a un auditeur qui nous rappelle effectivement que le policier stagiaire qui a abattu le terroriste a aussi été décoré de l'air. Enfin, il fait chevalier de Légion d'honneur, mais il n'a pas voulu que ce soit fait en public par peur de représailles. Alors, est-ce qu'il a atteint une phobie, celui-là ? Ben, moi, je trouve c'est dingue, raison. Ben, oui. Est-ce que vous avez remarqué maintenant, quand il y a des policiers qui passent à la télé, ils ont les visages floutés, ils sont masqués. Attendez, mais je les comprends. Je les comprends. Ce sont des cibles. Alors, je pense que, franchement, il y a tout de même
En tant que prêtre, je veux quand même dire que l'Église attend de l'État un certain nombre de choses, d'autant plus qu'elle est séparée de l'État en France, elle est distinguée de l'État. Donc l'État a des missions, on pourrait peut-être rappeler certains éléments du catéchisme de l'Église catholique qui montrent que nous n'avons pas une espèce de... Nous ne sommes pas atteints de phobie, mais nous avons des craintes parce que nous avons des attentes vis-à-vis de l'État, vis-à-vis du gouvernement et de ce qu'on appelle les autorités constituées, que nous respectons, mais pour être respectées aussi, il faut qu'elles soient respectables et qu'elles remplissent leur mission. Alors, que dit le catéchisme de l'Église catholique là-dessus? J'aimerais bien que cela soit rappelé. Oui, alors on trouve plusieurs dispositions dans le catéchisme de l'Église catholique. On trouve d'abord dans la partie qui traite en fait des 10 commandements. C'est dans cette partie-là du catéchisme de l'Église catholique qu'il est question un petit peu des devoirs de la société à l'égard des citoyens. Alors on en trouve à propos du 4e commandement de Dieu, tu honoreras ton père et ta mère. Donc comme quoi l'exercice de l'autorité vise à rendre manifeste une juste hiérarchie des valeurs afin de faciliter l'exercice de la liberté et de la responsabilité de tous. Les supérieurs exercent la justice distributive avec sagesse, tenant compte des besoins de la contribution de chacun et en vue de la concorde et de la paix. Donc on a déjà un premier appel. En vue de la concorde et de la paix. Et je rappelle d'ailleurs, c'est le catéchisme de l'Église catholique qui le fait à propos du 4e commandement, honore ton père et ta mère. Chez les protestants, c'est pareil. Luther, dans son petit catéchisme, développera aussi cette idée du rôle de l'État à partir du 4e commandement. Honore ton père et ta mère. Exactement, ouais. Et après, on a dans le commentaire du 5e commandement, tu ne commettras pas de meurtre, on a tout un paragraphe sur la légitime défense qui traite du rôle de l'État en matière de légitime défense. Et alors là, je vous cite, les auditeurs pourront aller voir au paragraphe 2266, l'effort fait par l'État pour empêcher la diffusion de comportements qui violent les droits de l'homme et les règles fondamentales du vivre ensemble civil correspond à une exigence de la protection du bien commun. L'autorité publique légitime a le droit, mais aussi le devoir, d'infliger des peines proportionnelles à la gravité du délit. La peine a pour premier but de réparer le désordre introduit par la faute. Quand cette peine est volontairement acceptée par le coupable, elle a valeur d'expiation. Et la peine, en plus de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes, a un but médicinal. Elle doit, dans la mesure du possible, contribuer à l'amendement du coupable. Alors, voyez-vous, ça c'est extrêmement important. On nous dit que l'État a le droit et même le devoir. Et on nous parle de peine. Alors, on me dira bien sûr que le pape François, et ça peut tout à fait se comprendre, et là-dessus je l'approuve, a rejeté la peine de mort. Et c'est vrai que d'une manière, enfin pour un pays civilisé comme l'est la France, en matière de droit commun, on peut tout à fait se passer de la peine de mort. Et moi, je l'ai vu en tant qu'aumônier de prison, mais il faut savoir que c'est quand même difficile parce que garder des gens qui sont en maison d'arrêt, c'est une chose, mais garder des gens en centrale ou en centre pénitentiaire qui en tirent pour 10 ans ou 15 ans, ou même 20 ans ou perpétuité, c'est quand même autre chose. Bon, et alors en plus, s'il s'agit de garder des radicalisés, comme on dit, alors là, c'est pas possible. Parce que nos surveillants de l'administration pénitentiaire ne sont pas formés pour ça. Pour ça, il faudrait des prisons spéciales en construire. Et il faudrait qu'ils puissent porter une arme, les gardiens. Or, ils ne veulent pas. Parce que quand il y a une mutinerie, j'en ai déjà vu, on prend ce que les gardiens ont sur eux. Alors on prend les clés, parce qu'ils ont que des clés, ils n'ont pas d'armes. On prend les clés pour, avant de partir, aller ouvrir les cellules où on a des gens à qui on veut régler leur compte. C'est comme ça que ça se passe. Et ensuite, on essaie de sortir. Bon, supposez que les surveillants aient des armes, vous voyez la catastrophe. Bon, donc il n'est pas question, on ne peut pas, c'est techniquement impossible, ou alors il faut faire comme le gars du Bataclan, là, Salah Abdeslam, lui bloquer. Certains s'en sont étonnés et même scandalisés. Mais non, il faut connaître la réalité de la prison. Si on veut amener cet homme-là vivant
au procès. Il faut lui consacrer 3 ou 4 cellules où il puisse faire du sport, enfin il puisse quand même vivre en être humain, même s'il a commis les choses les plus affreuses. Mais c'est un être humain. Et si on veut le garder, on peut pas le garder comme les autres. Il peut pas aller à la promenade comme les autres, prendre les deux. Voilà. Bon, il faut en être bien conscient. C'est la raison pour laquelle je pense que pour le temps de guerre ou le temps d'état de siège, on peut envisager, comme châtiment extrême, sans contredire ce qu'a voulu dire le Saint-Père, on peut envisager la mort, parce que de toute façon, en guerre, la mort, elle s'invite. Elle est là. Et elle est comme un incendie. Et pour combattre un incendie, quelquefois, il faut allumer le feu aussi, il faut faire des coupe-feu. Et donc, tout chef d'armée, tout commandant d'armée vous dira que on peut pas amener des hommes au combat si ils ont le sentiment que derrière il y a des gens qui peuvent commettre des crimes abominables au service de l'ennemi qu'ils combattent au péril de leur vie, et qu'eux vont s'en tirer et qu'ils auront la vie sauve, ou encore qu'on peut déserter et avoir la vie sauve. Ça, c'est pas possible. Autant dire, c'est dire n'importe quoi si on prétend le contraire. Pas une grande expérience militaire, mais je me mettais au milieu militaire, et j'ai pu être en contact avec les réalités de l'armée, ou d'ailleurs, il y a peut-être aussi des problèmes d'infiltration, il faudra qu'on en parle, mais voilà. Ceci pour dire que vraiment, il y a un problème de loi. Et il faut surtout pas que les gens se fassent justice eux-mêmes, parce que c'est pas en plus dans la culture française aux États-Unis. Les États-Unis se sont bâtis comme ça, avec des gens qui avaient leurs propres armes. En France, très rapidement, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on a institué la royauté, c'était les soldats du roi, enfin c'était la prévôté. Voilà. Et très tôt, les habitants de France ont délégué en quelque sorte l'usage de les défendre à la force publique et à l'État. C'est pas à nous à nous armer jusqu'aux dents, mais on ne pourra pas éviter si on continue comme ça. C'est pas pour donner la peur, mais c'est pour dire à l'État, pour aller jusqu'au bout du propos du président de la République qui nous incite à la vigilance. Et il faut que on soit vigilant au niveau des lois pour que les gens n'aient plus peur et n'aient pas la tentation de s'armer eux-mêmes et de faire justice eux-mêmes. Mais là, les clubs de tir en France on connaisse un succès énorme depuis ces dernières années. Je sais, vous savez, j'ai été aumônier dans la gendarmerie aussi, donc non seulement les permis de chasse ont augmenté, et aussi les clubs de tir augmenté dans des proportions effrayantes. Ça montre bien que les citoyens français ne comptent pas exclusivement sur l'État pour les protéger. Oui, et ça fait quelques années. Ça fait quelques années, et malgré toutes les paroles de paix que nous pouvons leur dire, et que moi personnellement j'ai dites, je vous avoue franchement que depuis le jeudi 3 octobre, je n'approuve toujours pas, mais je ne me sens pas le droit de condamner des gens qui font cela et qui sans passer aux actes. Je me sens pas le droit parce que bon voilà, c'est tout. Mais les voyous sont armés. Il y a eu encore une saisie d'armes impressionnante il y a 2 semaines sur le marché noir, des kalachnikovs, ou des simples revolvers s'achètent très facilement dans les kalachnikovs, surtout les kalachnikovs. À Marseille, le prix, je crois que c'est 500 €. C'est pas excessif. Du coup, évidemment, en face, ils arrivent à s'armer sans problème. Alors, en France... oui, c'est pas excessif, parce que vous savez, un dealer qui fait le guet pendant 1 heure, il gagne à peu près 200 €. Et nos voisins, je pense aux Suisses, eux, ils peuvent garder leurs armes après leur service militaire. C'est une autre éducation. Ouais. Voilà. Bon, ça, c'est un autre débat.